Bien. Bon. Alors, j'espère que maintenant, je vais pouvoir continuer. Ce que je ne comprends pas, ah zut, il faut que je change le truc parce que pour l'instant, je vois que les deux tiers de mon écran. Ah, je vais commencer ma conférence. Alors, en fait, pour commencer, je veux quand même dire quelques mots sur le lien un peu avec ce que justement René vient de faire à la fin et ce que je vais faire qui peut évidemment donner l'impression qu'il y a une contradiction entre ce qu'on dit l'un et l'autre. Il n'y a pas de contradiction, simplement, effectivement, quand à la fin, René a parlé des espèces de structures locales, il parle effectivement de la notion d'espèces de structure locale en général. Et en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Charles, qui était à Bourbaki, n'a plus voulu y aller. Parce que, effectivement, les travaux que Charles a fait sur les espèces de structures locales dans les années 52, en fait, il y a eu des problèmes parce que quand il était dans les séances Bourbaki où il préparait le fascicule de résultats de la théorie des ensembles, donc tout à fait au début de Bourbaki, eh bien, il avait été chargé de faire le texte des conférences et en faisant les textes des conférences, à ce moment-là, il avait rajouté à ce fascicule un paragraphe sur les espèces de structure locale. Il y avait déjà dans le fascicule la notion d'espèce de structure générale, mais il n'y avait pas l'espèce de structure locale et il avait voulu rajouter ça, et puis ça n'a pas plu à Dieudonné, et par conséquent, ça n'a pas été pris. Et ça a beaucoup énervé Charles, qui fait qu'il l'a mis dans son cours de Rio, comme René nous l'a dit. Bon, donc c'est pour dire qu'effectivement, ça, c'est une notion générale. Mais donc, c'est une notion qui n'est pas catégorisée vraiment. Enfin, il est question de pseudo-groupe, mais il n'y a pas de catégorie, etc. Ce qui est normal parce que quand Charles a fait cette partie-là, il ne connaissait pas la théorie des catégories. Il n'a connu la théorie des catégories que plus tard, un peu d'ailleurs en lien avec son cours de Rio, parce qu'un de ses élèves lui a demandé le lien avec les catégories. Et donc, c'est seulement à partir de 57, donc ce que je vais commencer à exposer, donc le fameux article Gattungen von lokalen Strukturen, que Charles a utilisé le mot catégorie. C'est donc dans cet article de 57 le premier mot catégorie. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une catégorification. Alors, qu'est-ce que veut dire catégorification? C'est un mot qui est beaucoup utilisé en tout cas par les anglo-saxons d'une façon générale. Normalement, l'idée générale, c'est qu'on part de quelque chose qui est fait en théorie des ensembles, où il y a des ensembles, etc. Et on essaye de l'élargir au cadre des catégories. C'est-à-dire, alors, on remplace un ensemble par une catégorie, et puis on essaye de voir est-ce qu'on va avoir des notions analogues. Alors, pourquoi je parle de catégorification? Donc, comme j'ai dit, pourquoi non, ça c'est voilà. Pourquoi catégorification des espèces de structures? Eh bien, parce qu'en fait, c'est pratiquement ça que fait Charles lui-même dans l'article Gattungen von lokalen Strukturen. Gattungen von lokalen Strukturen veut dire justement espèce de structure, oui, espèce de structure locale. Donc, c'est effectivement ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par dire que c'est ce qu'il fait? Eh bien, c'est qu'il part. On a vu donc que pour faire une espèce de structure locale, il y aura la définition d'un pseudo-groupe, donc un pseudo-groupe qui opère sur quelque chose. Donc, sous-jacent, ça veut dire qu'un pseudo-groupe, ben, c'est une catégorie particulière, c'est un groupoïde particulier. Donc, aussi, on peut le généraliser à une catégorie. Et puis, cette catégorie opère sur quelque chose, donc ça pose la première question, qu'est-ce que c'est que l'action d'une catégorie sur un ensemble? Donc, ce sera le début de l'article Gattungen von lokalen Strukturen, ça va être de définir ça.
Ensuite, le pseudo-groupe est bien un groupe OI, mais comme l'a bien dit René, il faut beaucoup plus de choses. Il y a un ordre dessus et même un ordre qui est local, en fait, au sens des locales. Et donc, il va falloir, dans un deuxième temps, voir comment on va définir l'action d'une catégorie, mais d'une catégorie qui est elle-même ordonnée, où il y a un ordre, ou bien d'ailleurs d'autres structures dessus. Donc, une deuxième partie va être l'étude des actions d'une catégorie interne. C'est-à-dire, on aura une catégorie, par exemple une catégorie topologique, qui opérera sur des topologies, ou une catégorie locale qui opérera sur un ensemble local. Et donc, mon exposé ce sera la deuxième partie. La première partie sera les espèces de structures locales au sens simplement catégorie d'opérateurs sur un ensemble. Une deuxième partie sera la même chose, mais dans le cas interne, c'est-à-dire où aussi bien la catégorie que l'ensemble seront munis d'une certaine structure, donc en particulier de structures locales, donc d'ordre locaux. Et ça on arrivera comme exemple, effectivement, aux espèces de structures locales telles que les a définies René, mais en le précisant une structure locale particulière relative à un pseudo-groupe particulier. Et puis, dans la troisième partie de mon exposé, où, si j'ai encore assez de temps, je parlerai de généralisation, parce que la notion d'espèce de structure, en fait, ne permet pas ne s'applique pas très bien dans le cadre de l'analyse. Or, moi, j'étais un analyste, donc quand j'ai voulu utiliser les structures locales, j'ai voulu les généraliser un peu en les partialisant. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait une action complète de la catégorie sur l'ensemble, donc définie sur un produit fibré, eh bien, on va le faire seulement sur un bout de l'ensemble, par exemple. Donc ça, ce sera la notion de noyau d'espèce de structure que j'ai introduite pour des questions d'analyse, enfin sur les problèmes de Cauchy et les problèmes de contrôle. Ou bien il y a la notion de semi-faisceau qui va être une généralisation de la notion de préfaisceau. Donc ça, c'est la troisième partie dont je parlerai seulement si j'ai le temps. Bon, en tout cas, sûrement pas ce matin. Bon, donc, dans la catégorification, donc je pars sur ma partie 1, action d'une catégorie sur un ensemble. Et par définition, donc dans l'article Gattungen von lokalen Strukturen, Charles définit une espèce de structure associée donc sur un ensemble, mais associée à une catégorie. Dans un cas, donc on se donne une catégorie, on étudie son action sur un ensemble, et c'est ça, cette donnée de l'action qu'il appelle une espèce de structure, donc associée à cette action. Alors, donc, c'est ce qu'il va faire dans Gattungen von lokalen Strukturen. Donc, ça, c'est une photo de cet article qu'il a fait, il a repris beaucoup de ses cours, non seulement de ses cours, mais surtout de conférences qu'il a fait aux alentours de l'année 57. Et puis, donc, c'est ça que je vais essayer d'exposer. Alors, en fait, dans cet article, il commence par définir la notion de catégorie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'il écrit le mot catégorie dans un article, dans un de ses articles. Et il reprend donc la définition initiale qui avait été donnée par Ellenberg MacLean en 1945. J'ai d'ailleurs été assez étonnée de voir que cette définition initiale n'est pas la définition la plus courante, celle où on se donne des compositions, une composition entre hommes. Là, c'est vraiment la définition qui est la définition qui généralise dans le cadre des catégories la notion de définition d'un groupe ou d'un monoïde sur un ensemble, etc. Mais évidemment, en le devenant partiel, c'est une opération partielle au lieu d'être complète. Et donc,
quand Charles voit cette définition, c'est cette définition qu'il donne au début, mais très vite, il va un peu la modifier. C'est-à-dire immédiatement, il met en évidence les applications source et but et le fait que le composé donc, de deux éléments dans la catégorie est défini si et seulement si, eh bien, le alpha de F est égal au bêta de G. Ce qui l'amène donc à la proposition que l'ensemble des couples composables dans une catégorie est le produit fibré de alpha avec bêta, où alpha est l'application source ou domaine et bêta l'application codomaine, mais enfin, lui, il appelle toujours alpha et bêta. Et la loi de composition kappa a pour source, donc est issue de l'ensemble C star C qui est le produit fibré de alpha et de bêta. Alors en fait, dans l'article 57, il ne dit pas, il le dit sous la forme où il ne dit pas vraiment la forme de la proposition parce que la notion de produit fibré, il ne l'avait pas. Il faut bien voir que l'article 57 est un article qui a été écrit à une époque où il n'y avait pas encore les notions, ni enfin, plus exactement, où ont paru à la même époque deux autres articles importants sur la théorie des catégories, l'article de Kahn qui a introduit les extensions de Kahn et toutes les limites et colimites, et donc on ne les avait pas encore à cette époque-là. C'est-à-dire, les deux sont parus la même année. Et puis, il y a eu également la même année l'article de Grothendieck de Tocque, donc sur les catégories abéliennes. Donc, il faut bien se mettre ça dans l'idée. Donc, nous voyons que Charles, déjà à cette époque-là, met en évidence, sans le dire explicitement, mais enfin quand même, oui, c'est quand même très clairement exprimé, qu'on a effectivement ce qu'il appelle l'idée de la catégorie et qui a été à la base de la théorie des esquisses. Puisque, en fait, la théorie des esquisses, c'est parti de ça, et l'esquisse d'une catégorie, ce sera une catégorie qui est entièrement construite à partir de ceci et du fait qu'il y a le produit fibré et de certaines formules qu'on construit. Donc, vous voyez, même la définition de catégorie, elle ne la reprend pas exactement de la même façon. Et d'ailleurs, quand on pense à la catégorie à partir de cette esquisse, ou plutôt de cette idée, eh bien, on est amené, c'est naturellement de définir une catégorie comme un graphe, puisque alpha, bêta, iota, ça donne un graphe, et puis donc sur lequel on a une loi de composition permettant de composer donc des éléments, etc. Donc voilà l'idée de la catégorie qui commence l'article. Bon, maintenant on veut définir l'action d'une catégorie sur un ensemble. Puisque dans un pseudo-groupe, c'est bien ça qu'on a. Enfin, ça généralise bien une des parties de ce qu'on fait avec le groupe. Bon, alors là, il y a deux possibilités. Est-ce que vous voyez entièrement mon... Oui, oui, Vous oui. voyez complètement? Oui, je crois. Enfin, là, il y en a que le haut, enfin, mais tu n'as pas encore affiché toute ta page, mais il n'y a pas de Non, problème. je n'ai pas encore. Non, mais dans mon haut, vous voyez qu'il y a deux petits dessins l'un à côté de l'autre. Oui, oui, à droite, oui. Bon, d'accord. Bon, moi, je ne les vois pas. Mais ça ne fait rien, comme je les connais par cœur. Pour définir l'action d'un groupe G d'unité sur un ensemble S, on a deux possibilités de le faire. Ou bien on se donne directement la composition d'un élément ah ben d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une erreur là. Sur la flèche, donc c'est une application de G croix S. Ah oui, dans S, non, c'est ça. Kappa. Donc, c'est une application de G croix S dans S qui a G, un élément du groupe, et un S dans l'ensemble S associe un nouvel élément de S qui est GS et qui doit vérifier G'(GS) égale G'(GS) et l'unité composée avec S donne toujours. Ça, c'est une des définitions de l'action d'un groupe G sur l'ensemble S. Donc là, c'est une action totale, puisqu'elle est vraiment définie sur tout G croix S. Maintenant, il y a une autre possibilité de définir l'action
c'est de se donner un homomorphisme grand F de G, donc du groupe, dans le groupe des bijections de l'ensemble. Et donc, qui est simplement défini par le fait qu'on associe à G la bijection qui à S associe GS de S sur S. Donc, nous voyons que nous avons deux méthodes pour définir l'action d'un groupe sur un ensemble. Eh bien, en fait, la deuxième des méthodes va être plus simple, d'une certaine façon, à définir que la première pour l'étendre aux catégories. Parce que le problème, c'est que quand on va vouloir étendre l'action, dans le groupe, il n'y avait qu'une seule unité, mais dans une catégorie, il y a des tas d'unités. Donc, il va falloir faire intervenir les différentes unités et donc, il n'y aura plus d'action globale de G croix S dans S. Alors, voilà la définition d'une catégorie d'opérateurs sur un ensemble, donc, que j'ai reprise exactement de l'article Gattungen von lokalen Strukturen dans sa traduction française. Donc, une catégorie d'opérateurs. Donc, et on retrouve bien sûr pour un groupe, si la catégorie est un groupe, on retrouve la première des définitions de l'action du groupe sur un ensemble. Donc, une catégorie d'opérateurs sur un ensemble muni d'une loi de composition qui a F un élément de la catégorie, F un morphisme de la catégorie, et à S associe un élément Fs de l'ensemble qui n'est défini que pour certains couples Fs et qui satisfait à différents axiomes. Donc, je vous laisse lire les axiomes, mais nous allons ensuite les simplifier, voir comment on peut mettre à la place de ça un joli petit diagramme qui permettra de contenir exactement ce qu'on a. Et alors, vous voyez, justement, dans ce cas, quand on a une catégorie d'opérateurs, C, sur un ensemble, eh bien, Charles dit aussi que S est une espèce de structure sur C. Donc, vous voyez, là, il définit déjà la notion d'espèce de structure, mais ce n'est pas d'une façon générale une espèce de structure où on va prendre un certain nombre d'ensembles, prendre les parties, etc. Non, il part de quelque chose de bien déterminé. On a une catégorie, un ensemble, et on définit une structure de la catégorie sur donc une action de la catégorie sur l'ensemble. Alors en fait, nous avions tout à l'heure vu que nous avions une autre définition de l'action d'un groupe sur un ensemble en partant d'un homomorphisme de ce groupe vers un groupe de bijection. Eh bien, va généraliser ça dans le cas des catégories, mais alors ce n'est pas évidemment un groupe et ça va être un peu plus compliqué. Donc, on peut montrer que les actions, donc une action K de C star S sur S, de la catégorie C sur l'ensemble S, sont en bijection avec les foncteurs grand F de C vers la catégorie 7 des ensembles, la catégorie des ensembles et de leur application. Et par conséquent, mais alors on voit à ce moment-là que, vous voyez, les fibres, on a des fibres. À chaque unité, il y a un certain nombre de S qui vont être tels que ES soit défini. C'est un des axiomes, ce que ça donne. Qu'à un S donné, on a un E déterminé, que pour tout E de C, on a toujours au moins un S. Et puis, on a également le fait que, que si on prend le F, donc un morphisme F de E vers E', si on considère, donc on va construire un foncteur qui à E va associer l'ensemble F de E de tous les S tels que S et soit définis, et à F, on va associer on définit un foncteur, donc on associe à F quelque chose qui va aller une application qui va aller de F de E vers F de E' et qui à S va associer eh bien, le Fs.
Et ça fait, on vérifie facilement que de cette façon-là, on a effectivement un foncteur de C vers un ensemble. Mais attention, là, ceci, ça marcherait très bien si les fibres que l'on a ainsi, donc les F2E qu'on construit ainsi, étaient effectivement et sont disjointes. D'abord, s'il y a des S, puisque on veut vraiment que sur tout T, il y ait au moins un S, donc il faut déjà que le foncteur soit à valeur dans des ensembles non vides. Et puis de plus, il faut que si on a un F, il faut également qu'un S ne peut pas être composable, d'après les axiomes, avec deux E différents. Donc, ça veut dire que le foncteur qu'on va associer à l'action d'une catégorie sur un ensemble, eh bien, un foncteur vers les ensembles, de C vers les ensembles, mais qui a quand même la propriété que les fibres, donc les images F2 et pour tout T, sont non vides et disjointes. Et inversement, ceci donne bien une définition de la notion de catégorie, enfin donc de structure définie par, de structure associée à C, donc à l'action de C. Eh bien, inversement, si on se donne un foncteur qui vérifie cette fameuse condition sur les fibres, que les fibres soient disjointes et que le S soit la réunion de toutes les fibres et que les fibres soient également non vides, eh bien, à ce moment-là, un tel foncteur, on définit immédiatement une action de C qui est associée, parce que si on a un tel foncteur, eh bien, à chaque S dans S sur E, on va associer donc à F et à E, on va associer le F de le F, grand F de petit f de S, et ça définira bien l'action vérifiant toutes les conditions qu'il faut vérifier. Donc voilà, nous avons effectivement deux possibilités pour définir une action de catégorie sur un ensemble, soit donner effectivement une loi de composition partielle un peu compliquée, enfin qu'il faut simplement connaître, quoi, ou bien cette autre possibilité de se donner un foncteur de C vers les ensembles. André, excuse-moi, là, je crois qu'il faut qu'on suspende parce que je crois qu'il est 13 heures et pardonne-moi si on veut reprendre à 14h30. D'accord. C'est bon. Bon. Alors donc, j'avais défini ce que c'était, quand est-ce qu'on disait qu'un ensemble S est une espèce de structure sur une catégorie C. Et puis, j'avais donc défini que ça pouvait être défini par une loi de composition partielle, mais que c'était compliqué, enfin, avec des axiomes auxquels il fallait bien faire attention. Et puis, l'autre possibilité, c'était de les définir par un foncteur, ce qui était beaucoup plus facile, de C vers la catégorie des ensembles. Et puis là, je vais faire, de même que dans la catégorie, nous avons dit quand nous avons la catégorie C, nous pouvons la représenter graphiquement juste par son idée, c'est-à-dire par alpha, bêta, kappa, ce que nous avons ici en bas. Et puis, donc, dans le cas d'une espèce pour que C donc agisse sur un ensemble S, eh bien, on va compléter cette idée par un diagramme qui va contenir bien justement le S, il est ici, l'action de la catégorie, l'action partielle de la catégorie, qui va être cette flèche K qui vient de C star S vers S. Et puis ici, nous avons dit qu'à chaque structure, à chaque élément de S, nous pouvons lui associer un unique objet dans C, donc une application de S dans la classe des objets, je vois que là, quelque chose, dans la classe des objets de C. Et puis, des axiomes, on déduit que en fait, le C star S, c'est-à-dire l'ensemble des couples F-S tels que F opère sur S, c'est exactement le produit fibré de ce P avec le alpha. C'est-à-dire c'est l'ensemble des couples tels que alpha de F, c'est-à-dire la source de F, soit égal à l'image de S. Donc, ici, on a un pullback
qui donne le produit, le produit fibré donc de alpha avec P, qui est la même chose que donc la source de l'action K de la catégorie C sur l'ensemble S. Voilà. Et puis, alors ça, ce sont le grand P ici, c'est la projection du pullback, et puis là, c'est exactement la projection du pullback. Et de plus, on vérifie qu'on a que le composé de K avec petit p ici, eh bien, ça fait un diagramme commutatif avec le bêta, c'est-à-dire avec le grand P ici bêta, c'est-à-dire qu'on a, toutes les fois qu'on a un Fs, eh bien, on a le bêta de F qui est égal à l'image ici. Voilà. Donc, on a ce diagramme, mais en fait, donc on peut en déduire beaucoup de choses de ce diagramme. Puisqu'ici, on a un pullback. On peut vérifier. Pourquoi il ne marche plus? Il ne marche pas. Pour que tu puisses bouger, il faut que tu désélectionnes. Voilà. Alors, en utilisant le fait qu'on a un pullback ici, on construit une flèche M de S vers C star S, qui est la flèche qui, à petit s, va associer le couple de E et S, c'est-à-dire où E est l'objet, l'unique objet qui se compose avec S. Donc ça, c'est par les propriétés du pullback qu'on trouve cette flèche. Et puis, on va pouvoir construire deux autres formules qui permettent d'avoir toutes les actions qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on peut utiliser aussi ici, dans la catégorie, le kappa, c'est le produit fibré du alpha et du bêta. Et à partir de là, on peut construire un par produit fibré l'ensemble C star C star S, qui est simplement l'ensemble des triplés, donc GFS, où GF est composable dans la catégorie C et FS est composable donc est dans C star S. Et on peut construire deux flèches de l'un vers l'autre qui disent que le GFS, c'est la même chose que le GFS, et c'est-à-dire ont le même composé par K. Et voilà, donc ça c'est une nouvelle formule que K avec ces deux flèches-là donne la même chose. Donc on a vraiment exactement l'analogue de l'idée de la catégorie, qu'on va appeler le diagramme, c'est-à-dire qui contient vraiment toutes les formules que l'on veut et qui permettrait de construire une esquisse, mais je ne veux pas rentrer dans toute la théorie des esquisses. Mais donc voilà, on peut retrouver le diagramme d'une espèce de structure de cette façon-là. Bon, ça, on va l'utiliser de façon importante, surtout dans la deuxième partie, pour internaliser. Alors ensuite, maintenant, si on reprend le C star S, nous avions vu que le C star S, c'était donc le produit fibré, comme nous venons de le dire, de alpha avec P. Maintenant, sur ce C star S, on peut construire une structure de catégorie. C'est-à-dire qu'on va construire de la façon suivante. Si on a un Fs ici, donc on définit comme morphisme entre S et S' un Fs, donc si S' est égal à Fs, et puis on aura une composition avec, de même si on a un G ici et puis le S' ici, donc on peut le considérer GS' est bien dans cette catégorie, dans cet ensemble, et ça fait un morphisme, on peut le considérer comme un morphisme, et quand on compose le Fs avec le GS', plutôt le GS' avec le Fs, on va retrouver le composé G.F dans la catégorie S ici. Et ça me fait une bonne catégorie. Donc, le composé étant défini, c'est seulement si le S' de ce côté est égal au Fs. Et GF est défini dans la catégorie. Et si on considère le grand P, qui était donc la projection, ce que j'avais vu comme projection de C star S vers le C, eh bien, ça définit un foncteur vers C. Et de plus, ceci est une fibration discrète. Et en fait, on démontre qu'il y a équivalence entre la donnée d'une espèce de S, espèce de structure sur C,
avec la donnée d'une fibration discrète sur C star S. Je rappelle ce que veut dire la fibration discrète. D'abord, cette catégorie, donc le C star S, soit l'appeler la catégorie des hypermorphismes associés à l'espèce de structure, ou le groupoïde des isomorphismes dans le cas où le C était un groupoïde et où donc cette catégorie est aussi un groupoïde. Et dire que P est une fibration discrète, eh bien, ça signifie, alors qu'est-ce que c'est une fibration discrète? C'est la donnée d'un foncteur d'une catégorie vers une autre, qui a la propriété que si on a un objet de la catégorie en haut, ici mettons S, une flèche en bas qui va du P de S vers n'importe quoi, ici le F qui va de E vers E', eh bien, il existe une et une seule flèche en haut, qu'on appelle une flèche cartésienne, qui part de S. Et ça, ici, cette flèche, c'est le Fs. Donc, on a équivalence entre la notion de fibration discrète, de cette façon-là, et la notion d'une espèce de structure, donc, qu'on a dit être la même chose qu'un foncteur vers 7. Donc, on a là encore, et en fait, la construction de ces star S dans ce cas particulier, c'est exactement la même chose que ce qu'on appelle la construction de Grothendieck, qu'il a faite plus tard que 57, mais qui est faite dans le cas d'un foncteur vers 4, qui fait la même chose, mais dans un cas un peu plus général. C'est pour ça qu'ici, j'appelle une fibration discrète, mais ça permet effectivement de revoir exactement, c'est un cas particulier, un premier cas particulier de la construction de Grothendieck, donc que moi je préfère appeler la construction de la fibration discrète. Alors maintenant, on a la catégorie des applications covariantes. On va voir là encore qu'il y a beaucoup de liens entre ça et ce que fait Grothendieck, puisque nous avons dit qu'en définitive, une espèce de structure, que S soit une espèce de structure sur C, c'est la même chose qu'un foncteur de C vers la catégorie des applications, vers 7. Donc, en définitive, c'est la même chose qu'un préfaisceau. Bon, avec à l'opposé éventuellement, mais enfin, un préfaisceau est aussi un préfaisceau si on tourne dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, la catégorie des applications covariantes, eh bien, ça va être équivalent à la catégorie des préfaisceaux quand on se place sur un C donné. Alors, en fait, plus généralement, on appellera application covariante si on a S, une espèce de structure sur C, S', une espèce de structure sur C', eh bien, on dira que l'on a une application covariante de l'un vers l'autre. À chacun, on lui associe son… Alors, il y a deux possibilités, ou bien, de toute façon, enfin, une application covariante sera donnée un couple de grands M en bas de C vers C', et puis d'un petit M en haut qui à S va associer M de S, donc de S vers S', qui avait la propriété que le M de Fs, ici, si on a le M de Fs, est la même chose que le grand M de F de Ms. Donc ici, par petit m, le S donne Ms, le Fs donne Fs, et ce qu'on aura, c'est que le M de Fs est égal à grand M de F, petit m de S. C'est-à-dire, si maintenant, au contraire, on pense aux foncteurs associés, donc qui vont dans le sens opposé, ça revient à dire exactement que c'est simplement, ça correspond univoquement à une transformation naturelle entre le foncteur F et le foncteur M composé, enfin F'. Et de cette façon-là, on voit, voilà, de cette façon-là, on voit que la… Mais pourquoi il s'en va? Ah non, c'est pas ça. Voilà. De cette façon-là, on a la proposition que la catégorie des applications covariantes est une sous-catégorie, seulement sous-catégorie, puisqu'elle ne correspond qu'à des F qui ont la propriété d'avoir toujours leurs fibres, comme nous l'avions vu ce matin, non vides et disjointes. Donc, c'est une sous-catégorie de la catégorie des diagrammes sur 7.
Et en particulier, si on place toujours sur C, donc on prend M identité, on voit que les applications covariantes entre espèces de structures sur le même C, c'est exactement est isomorphe à la sous-catégorie donc on a une sous-catégorie de COV qui est isomorphe à la catégorie des préfaisceaux, puisque c'est à la catégorie des foncteurs de C vers C. Donc, vous voyez, la notion, au fond, Charles n'a pas parlé vraiment, enfin, il a parlé de ce foncteur, mais enfin, Charles voyait plutôt les préfaisceaux comme des opérations de la catégorie sur l'ensemble sous-jacent aux préfaisceaux. Mais il avait bien les deux notions, et l'équivalence des deux notions se trouve exactement là, de même qu'il y a aussi l'équivalence avec, comme nous l'avons dit juste avant, avec les fibrations discrètes. Donc les trois notions, action d'une catégorie sur un ensemble, fibration discrète, et puis préfaisceau, catégorie de préfaisceau, toutes ces notions-là sont déjà dans l'article de Katungen, Von Blockhandel-Strukturen de 1957. Et alors, dans cet article 57, on a le théorème principal de cette partie-là, parce qu'attention, pour l'instant, je suis toujours dans la première partie de l'article, c'est-à-dire la partie qui ne s'occupe que des actions d'une catégorie sur un ensemble, eh bien, c'est le théorème d'élargissement, ou qu'on appelle aussi transportabilité. Ce matin, René a parlé, après une question de François, sur la notion de transportabilité d'une façon générale dans les espèces de structures locales. Eh bien, ce théorème généralise un peu ça, enfin, le précise plutôt ça, de manière catégorique, le catégorise, si l'on veut, dans le cas particulier des actions d'une action sur un ensemble. Quel est le théorème d'élargissement? Charles l'appelle le théorème d'élargissement, enlargement théorème. Donc, c'est le fait que si on a une espèce de structure S sur la catégorie C, si maintenant on suppose que C est une sous-catégorie, dans l'article d'ailleurs uniquement une sous-catégorie pleine, mais le résultat sera plus général, mais enfin, donc, si on a donc si c'est une sous-catégorie de la catégorie K, si on considère la sous-catégorie pleine de K ayant pour objet tous les U qui sont le but d'une flèche de source C. Donc, vous voyez, déjà, elle contiendra C, mais également tout ce qui déborde, toutes les fois qu'on a une flèche qui pourrait, d'une certaine façon, transporter les structures qu'on a au-dessus de l'élément ici, quelque part en plus. Et donc, le problème, c'est de construire, justement, sur C', une espèce de structure, donc S', qui va prolonger le S et qui va donc permettre d'avoir tout donc défini sur cette sous-catégorie C'. Alors, dans l'article de Katungen, c'est fait uniquement dans le cas des groupoïdes, où la construction est un peu plus simple. Ici, je vais le donner directement dans le cas des catégories en utilisant l'extension de Kahn. Mais comme je l'ai dit ce matin, l'extension de Kahn, on ne pouvait pas la déduire, enfin, Charles ne pouvait pas l'utiliser puisque ça n'a été défini dans un article qui a apparu au même moment qu'a apparu cet article Katungen. Donc, mais maintenant, je peux bien utiliser cette extension de Kahn. Donc, nous avons dit que le S est défini, peut être défini, enfin, la structure S comme espèce structure sur C peut être définie par un foncteur F de C dans 7. Maintenant, nous avons la catégorie C, la catégorie C' qui est plus grande. Eh bien, là, on peut prendre l'extension de Kahn de F, qui est donc un foncteur de C vers 7, par quoi? Eh bien, par le foncteur insertion de C dans C'. Et donc,
pour cela, on peut faire la construction de l'extension de Cannes. Comment sera-t-elle faite? Eh bien, on sait que comme 7 est une bonne catégorie avec toutes les colimites qu'on veut, on peut la construire, l'extension de Cannes, par colimite. Donc, comment on fera sur le f' de U? Comment sera-t-il construit? Eh bien, il sera construit comme la colimite du foncteur de la restriction de f à C star U, donc à la catégorie ayant pour donc la catégorie C flèche U vers 7, c'est-à-dire qu'AG va nous associer, donc qui AG va nous associer, puis là je ne le vois pas évidemment, donc qui va associer à AG l'application d'ici vers ici. Donc, si on le dit en termes de, puisque la colimite la valeur dans les ensembles peut être vue comme la somme, bien c'est le quotient donc le f' de U, ce sera le quotient de la somme de tous les f de US pour tous les éléments donc dans C', tous les objets dans C', par la relation d'équivalence de G'F est équivalente à G'Fs. Eh bien, justement, ça, c'est une telle classe d'équivalence. Donc, on peut dire qu'on considérera que un élément de f' de U, qui est donc une telle classe d'équivalence, sera appelé, c'est ça qui sera appelé un atlas. Ça correspond exactement à un atlas. Et un élément, les cartes de cet atlas sont justement les différents éléments de la classe d'équivalence. Donc voilà, l'élargissement complet se retrouve, c'est là où on retrouve, ça, associé à un U qui est en dehors de C, justement le f' de U, qui est donc l'ensemble des atlas, et donc ça donne la construction complète de l'élargissement. Si la catégorie C est pleine dans K, on retrouve au-dessus exactement le S sur le C. Si la catégorie n'est pas pleine, c'est simplement une solution universelle au problème, mais ce n'est peut-être pas exactement le S. Il peut y avoir quelques éléments de plus dans la fibre au-dessus d'un élément de C. Si on a une flèche entre deux objets de C qui sont dans C', bien sûr, mais qui ne sont pas dans C. Voilà le théorème d'élargissement. Et alors, comme exemple d'élargissement, d'abord un exemple très simple. Si on part si on a un groupoïde, on dit que le groupoïde est transitif si il y a toujours au moins une flèche entre deux objets. Maintenant, si on a un objet de C, du groupoïde, alors on peut considérer le sous-groupe plein donc du groupoïde ayant cet objet pour objet. Et maintenant, si on considère un ensemble, si on suppose que C opère, que CE est un groupe d'opérateurs sur ce S qu'on a ainsi construit, eh bien, le théorème d'élargissement permet d'étendre à une espèce de structure sur C tout entier avec toutes les fibres isomorphes. Donc, toutes les fois qu'on a une espèce de structure sur un groupoïde transitif, eh bien, à ce moment-là, en gros, toutes les fibres sont isomorphes. Et c'est comme ça qu'on peut construire inversement si on a un groupe en un point un groupe en un point d'un groupoïde, eh bien, on peut effectivement savoir que si on a une espèce de structure, elle s'étend comme ça sur tout le groupoïde. Maintenant, eh bien, justement, ce dont René a beaucoup parlé ce matin, donc associé au pseudo-groupe de transformation, eh bien, si on a un pseudo-groupe de transformation G, on peut toujours le considérer, c'est déjà un groupoïde, et donc avec, non seulement c'est un groupoïde, mais il a beaucoup d'autres propriétés. Et si on considère
on peut le faire opérer sur avoir une espèce de structure S sur ce groupoïde, eh bien, on peut effectivement lui associer une opération du pseudogroupe. Donc, puisque le pseudogroupe opère, si on le considère uniquement en tant que groupoïde, il opère bien sur S, et on peut bien associer à ça, on aura de cette façon-là une espèce de structure. Maintenant, évidemment, si on veut pour avoir des structures locales, eh bien, il faut avoir quelque chose de plus, parce qu'il faudrait avoir quelque chose que nous n'avons pas sur n'importe quelle catégorie, il faut avoir une structure d'ordre. D'une certaine façon, c'est d'abord la donnée d'une structure d'ordre. Donc, c'est d'ordre local, c'est ça les espèces structures locales. Donc maintenant, c'est à ça que nous allons nous appliquer, c'est à définir les notions d'espèces de structure locale. Donc pour l'instant, dans cette première partie, j'ai uniquement considéré les espèces de structure, donc les ensembles, donc on appelle les espèces de structure sur une catégorie C, mais sans propriété supplémentaire. Et bien maintenant, dans la partie 2, je vais prendre des espèces de structure internes. C'est-à-dire, je voudrais, par exemple, que ma catégorie soit une catégorie interne ou topologie, donc une catégorie topologique, et puis qu'elle opère sur une topologie. Donc, par exemple, ou bien, effectivement, l'ensemble S peut être un local, c'est-à-dire donc une classe locale, je vais le redéfinir complètement, et puis, donc qui opère une classe locale sur laquelle opère une catégorie locale que je vais définir. Donc, je veux internaliser ces notions d'espèces de structure à l'intérieur de quelque chose. Mais bon, alors évidemment, si on connaît la théorie des esquisses, il n'y a aucun problème de le faire, puisque à partir de l'idée, la catégorie, on peut construire l'esquisse de catégorie. À partir du diagramme que nous avons trouvé tout à l'heure, on peut construire également l'esquisse de l'espèce de structure. Par conséquent, on aura immédiatement une définition interne. Bon, là, je vais le faire, je n'ai pas envie de parler des esquisses complètes, je vais le faire dans un cas particulier, c'est-à-dire dans le premier cas. En fait, initialement, quand Charles a parlé des catégories internes, qu'il n'appelait pas catégories internes d'ailleurs initialement, c'était des catégories Q structurées, où Q est un foncteur de H vers les ensembles. Si on a un tel confoncteur qui a des propriétés particulières, à savoir, d'une part, qu'il est fidèle, et puis d'autre part, qu'il reflète les produits fibrés. C'est-à-dire que si on a un produit fibré en bas et puis de quelque chose, eh bien, si quelque chose se relève en haut, le produit fibré se relèvera aussi en haut. Donc, c'est ce cas qu'on va considérer. Donc, on part d'un foncteur Q, donc, qui a d'un foncteur Q de H vers 7. Par exemple, si vous voulez, pensez à que H, c'est la catégorie des topologies, la catégorie top, et puis que S, donc c'est 7, donc un foncteur qui a bien ses propriétés d'être fidèle et de refléter les produits fibrés. À ce moment-là, si on a l'esquisse de catégorie en bas, c'est-à-dire on se donne une catégorie, donc il y aura son idée de la catégorie qu'on retrouvera en bas. Eh bien, on peut remonter ça par un foncteur W qui va remonter chacun des éléments que l'on a en bas. Vous voyez, le alpha va donner par WA, donc par une section locale du foncteur. On relèvera le alpha en A, le bêta en B, et puis le produit fibré, on le relèvera le kappa en le produit fibré ici de A et B dans la catégorie des topologies. Donc, on aura bien relevé toutes les données de la catégorie, de l'idée de catégorie en haut, et ceci, comme le foncteur est fidèle, ça permettra de relever toute l'esquisse, normalement, si on avait l'esquisse. Donc, de cette façon-là, on peut dire qu'on obtient donc, on définit une catégorie Q interne, donc par rapport à ce foncteur Q, par la donnée, c'est un couple CZ, où C est une catégorie en bas, et puis maintenant, donc une catégorie que je représente par son idée dans 7,
et puis Z, un objet dans H tel que le Q de Z. Donc, c'est bon, j'ai coupé le son. Hein, j'ai coupé. Oui. Un Z tel que Q de Z soit justement la catégorie C. Et donc, de cette façon-là, si on peut trouver une telle section locale W de Q sur l'esquisse de catégorie, on va pouvoir la relever en une idée de catégorie dans la catégorie en haut. Si on a pris les topologies, qu'est-ce que ça voudra dire? Bien qu'une catégorie topologique, c'est une catégorie, d'abord, en soi, sur laquelle on a défini une topologie et telle que les applications alpha, bêta, iota et kappa soient toutes continues. Voilà comment le kappa venant du produit fibré de A et B donc dans la catégorie des topologies. Donc voilà ce que c'est qu'une catégorie Q interne. Donc ça, c'est dans le cas wash égale H, par exemple, on obtient donc la catégorie topologique. Alors en fait, les catégories topologiques, Charles les a beaucoup utilisées, en particulier, enfin, surtout les groupoïdes topologiques, parce qu'il a démontré qu'un groupoïde topologique localement trivial, une petite propriété supplémentaire qui demande qu'à chaque point, il y ait une section locale de l'application source en chaque point, eh bien, un tel groupoïde local, un tel groupoïde localement trivial, c'est exactement équivalent à la donnée de l'espace du groupoïde des isomorphismes à l'espace fibré principal. C'est-à-dire il a relié complètement toute la théorie des espaces fibrés. Enfin, René nous a juste dit 2 mots ce matin, mais il a démontré, et d'ailleurs cet exemple-là, c'est le premier où il avait utilisé la notion de groupoïde. Si on a un espace fibré, eh bien, si on peut considérer les espaces fibrés principaux, ce sont ceux dont les fibres sont elles-mêmes isomorphes à des groupes. Et à ce moment-là, il démontre qu'une catégorie topologique localement triviale et un groupe topologique localement trivial correspond exactement à ce qu'est l'espace fibré principal, un espace fibré principal. Bon, je ne viendrai pas là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, je les renvoie à un article de Charles de 59 qui s'appelle « Catégorie topologique et catégorie différenciable » où il y a toute la théorie des espaces fibrés entièrement faite dans le cadre catégorique avec justement les groupoïdes localement triviaux et des espèces de structures là-dessus, etc. Bon, maintenant, ce qu'on vient de faire pour les catégories, en relevant par rapport à un foncteur Q de H vers 7, l'idée de catégorie, pourquoi pas le faire exactement à partir du diagramme que nous avons construit pour une espèce de structure. Donc, si j'ai le diagramme dans les ensembles, le diagramme donc, de C qui opère sur S, je peux relever ce diagramme par une section locale du foncteur Q et j'aurai exactement la notion d'une espèce de structure, donc Q interne, de cette façon-là. Toujours parce que toutes les constructions qu'on a faites dans ce diagramme, eh bien, repose uniquement sur le fait qu'il y a certains endroits que les formules viennent du fait qu'il y a certains produits fibrés et que l'on suppose que l'on prend que des foncteurs Q qui relèvent les produits fibrés. D'où en particulier, si on le prend par exemple comme exemple, toujours dans le cas des topologies, donc on pourra définir une espèce de structure topologique par le fait que l'on a une espèce de structure S sur une catégorie topologique et que la loi de composition se relève également dans l'espace. Donc, ceci va permettre d'avoir en fait les espaces fibrés associés aux fibrés principaux qui correspondent à l'espèce de structure. Bon, mais là je renvoie à l'article de 59 pour voir cette dernière chose. Maintenant, bon, là, j'avais pris pour Q les topologies. Maintenant, si on prend autre chose, on peut le prendre, par exemple, les ordres.
donc la catégorie des ordres, c'est-à-dire dont les objets sont des ensembles ordonnés, et les morphismes sont des applications qui sont compatibles avec l'ordre, c'est-à-dire des applications croissantes. Eh bien, si A est plus petit que B, elle entraîne que l'image de A est plus petite que l'image de B. Et maintenant, on peut le faire, donc on aura exactement l'analogue de ce que je veux dire pour des espèces de structures donc, qui s'appelleront donc des espèces de structures ordonnées. Là, je vais le faire dans un cadre un peu plus particulier. Je vais parler des espèces de structures inductives, parce que ce que je veux, c'est arriver aux applications, aux espèces de structures locales. Donc, espèce de structure inductive, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut que je me donne déjà un foncteur H, un foncteur Q de H vers les ensembles. Qu'est-ce que ce sera? Eh bien, je prendrai comme catégorie H, les objets, ce seront les classes, les ensembles ordonnés dans lequel, donc, qu'on appelle inductif, et dans lequel toute partie A majorée, là il y a un mot en trop, a une borne supérieure. Le vide, il ne le faut pas, parce qu'en fait, on peut le définir de deux façons différentes. On peut dire toute partie majorée à une borne supérieure, ou toute partie non vide à une borne inférieure, mais donc là, j'ai changé de définition entre les deux, donc ça n'a pas très bien marché. Bon, donc là, il faut enlever le vide. Et donc, la borne supérieure, eh bien, on la note, Charles l'appelle l'agrégat de A, et la note comme ça par un VA. Et soit un de la catégorie ayant pour objet ces classes inductives, et pour morphisme, les applications qui préservent à la fois les sup, donc les agrégats, et les inf des parties finies. Et il a bien un foncteur d'oubli, son foncteur d'oubli vers les ensembles est bien fidèle et a des produits fibrés, il n'y a aucun problème. Eh bien, une catégorie inductive, c'est une catégorie qui est interne à cette catégorie int. Et donc, mais on suppose quelque chose de plus dans les catégories inductives. Il faut faire attention, une notion qui est plus que dans les catégories internes en général. On suppose que l'ordre induit sur les hommes soit toujours discret. C'est-à-dire si on a deux éléments deux morphismes f et f' qui ont les mêmes sources et buts, eh bien nécessairement, ils ne sont pas comparables pour l'ordre. Ça, c'est une condition qu'il faut bien faire attention, qui est rajoutée à la condition usuelle. Bon, donc, et on obtient ainsi, dans les espèces de structures inductives, donc par rapport à ce foncteur-là, on obtient les espèces de structures inductives. Bon, il ne veut pas. Ouais. Et alors, on a un M1. Donc, si on considère la fibration discrète associée à une espèce de structure inductive, donc de cette forme-là, eh bien, c'est une catégorie inductive. Nous avions vu que nous avions toujours une fibration discrète associée à une espèce de structure. Eh bien, là, si l'espèce de structure est en plus inductive, c'est-à-dire quand même a une structure d'ordre bien particulier dessus, eh bien, la catégorie qu'on obtient est elle-même inductive. Et puis l'élargissement qu'on avait construit tout à l'heure pour n'importe quelle espèce de structure sur les ensembles, eh bien l'élargissement, on va pouvoir aussi montrer que c'est une catégorie inductive. Alors, pour le démontrer, en utilisant, j'ai fait la construction par l'extension de Kahn, donc on a vu que ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on prend l'élargissement du foncteur f, puisque le foncteur sera le même dans un cas ou dans un autre, donc le foncteur f qui définit l'espèce structure est le même, donc on peut prendre son élargissement, sera toujours le même, mais le problème, c'est qu'il faut maintenant rajouter un ordre sur ce qu'on vient d'obtenir. Eh bien, comme nous avons dit que sur un U, nous avons
les atlas, le F' de U qu'on obtient dans l'élargissement, c'est des atlas, ça veut dire que les objets sont des atlas, il faut donc pouvoir donner un ordre sur ces atlas. Eh bien, on définit comme ordre sur l'atlas le fait qu'un atlas est plus petit qu'un autre s'il existe une carte de l'atlas A, qui est majorée par une carte de l'atlas A'. Donc, l'ordre est défini très simplement. Donc, on a déjà une espèce de structure inductive et son élargissement, c'est déjà quelque chose. Ce qu'on veut, c'est des espèces de structures locales. Alors, encore faut-il définir ce qu'on appellera une application locale. Alors, une classe locale, c'est d'ailleurs ce que les gens appellent souvent un localé. Mais donc, une classe locale, c'est effectivement, comme nous l'ont dit, c'est une classe inductive, mais dans laquelle il y a en plus un axiome de distributivité. C'est-à-dire que si on a l'agrégat d'une partie A, donc l'intersection de l'agrégat d'une partie A avec un élément petit b, c'est égal à l'agrégat par rapport à chaque petit a de grand A des A inter petit b, pour toute partie majorée grand A. Et une application locale grand P de L dans L' est une application inductive entre classes locales, c'est-à-dire donc la catégorie des applications locales, c'est simplement la sous-catégorie pleine de la catégorie que je viens de considérer Inde, ayant pour objet les classes locales. Et dans une classe locale, on définit des ensembles P compatibles. Ce sont des parties A de L telles que P de A inter P de A' soit égal à P de A inter A'. C'est-à-dire il y a compatibilité des intersections. Le P préserve les intersections, quel que soit le A et le A' dans L. Et on dit que l'application P, l'application locale P est complète si tout ensemble qui a une borne supérieure, donc, dont l'image a une borne supérieure, agrégat P de A existe, eh bien, admet un sup dans L', et ce sup étant justement le sup de A. Voilà. Donc, on a défini la notion d'une application locale complète. Bon, et on a un théorème de complétion. Si on se donne une application locale P, eh bien, on peut, donc, une application locale, donc simplement un élément donc, de la catégorie un morphisme dans la catégorie des applications locales. Donc, eh bien, on peut universellement la plonger dans une application locale complète. Comment on fait? Eh bien, ça va être très simple. On va considérer, pour le faire, on va considérer toutes les classes compatibles, P compatibles, comme je viens de définir auparavant, qui n'ont peut-être pas, elles peuvent en avoir, mais il est possible que leur image n'ait pas d'agrégat dans la catégorie C, dans le L', dans l'ensemble L', mais si elles ont un agrégat, on rajoute cet agrégat. Donc, on construit les éléments de la nouvelle classe locale. Ce sont toutes les classes A compatibles et qui ont un agrégat dont l'image par P a un agrégat. Et à ce moment-là, donc, ceci, c'est exactement la généralisation de la construction d'un faisceau et qui, en principe, lui est fait dans le cadre où L' est l'ordre sur les ouverts d'une topologie ou d'une paratopologie. Une paratopologie, c'est une classe locale aussi, pratiquement, qu'on appelle une paratopologie s'il y a un élément supérieur. Et donc, on a le théorème de complétion d'une application locale. Bon. Maintenant, nous voulons faire plus. Nous avons dit que pour une application, nous pouvons faire l'élargissement d'une espèce de structure inductive, nous l'avons fait. Maintenant, ce que nous voulons, c'est faire un élargissement complet d'une espèce de structure locale. Donc, je pars d'une espèce de structure locale
toujours, donc, comme dans le cadre des élargissements, il faut que je le prenne sur une sous-catégorie C d'une catégorie locale. Et le problème d'élargissement dira qu'elle s'étend universellement en une espèce de structure complète sur une sous-catégorie pleine de cas. Ici, C est une sous-catégorie locale de la catégorie locale K. Eh bien, la construction, donc, c'est la construction de l'élargissement de l'espèce de structure, d'une espèce de structure locale, mais l'on veut la faite complétion. Alors, nous avons dit, en tant qu'espèce inductive, nous pouvons bien construire l'élargissement. Nous avons dit comment nous le faisions juste avant. Mais donc, en prenant l'extension de Kahn du foncteur associé à l'espèce de structure et en mettant l'ordre que j'avais dit sur les atlas. Eh bien, pour construire dans le cas local, une fois qu'on a cet élargissement inductif, eh bien, donc c'est une application locale et nous venons de dire comment nous pouvons compléter une application locale pour en faire une application locale complète. Eh bien, c'est donc ce que je fais maintenant. Donc, une fois que j'ai fait l'élargissement complet inductif, je rajoute toutes les classes compatibles. Donc, je construis des atlas complets. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a l'atlas complet. Les atlas complets sont obtenus comme étant des agrégats de classes, des classes comme on les a faites, donc qui sont compatibles avec les intersections. Donc, nous avons bien construit complètement la formation et c'est effectivement ce qu'on fait dans le pseudo-groupe. Si on prend comme C un pseudo-groupe, eh bien, le pseudo-groupe, effectivement, on peut le voir comme une catégorie locale. C'est même un groupoïde, mais enfin, là, je n'ai pas besoin de ça. On a ça, et puis on fait donc l'élargissement complet et on retrouve effectivement ce qu'on a, les structures, l'espèce de structure locale associée à ce pseudo-groupe de transformation. Donc, ce théorème d'élargissement complet d'une espèce de structure locale, c'est une sorte de théorème du faisceau associé pour des catégories locales. Voilà, donc, ça, c'est la partie de ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est effectivement, tout ceci se trouve dans Gattungen von Lokalen Strukturen, sauf que pour l'élargissement, aussi bien, enfin, dans le cas classique, disons, dans le cas sans structure supplémentaire ou dans le cas interne, eh bien, les résultats sont donnés simplement donc dans ces cas-là, mais pour des groupoïdes et non pour des catégories, c'est-à-dire sur des groupoïdes qui opèrent sur des ensembles. Donc, pour l'instant, nous avons étudié quoi? Nous avons étudié, étant donné un ensemble S, on dit que S est une espèce de structure sans rien de plus sur une catégorie C, eh bien, à condition qu'il y ait une action, comme nous avons défini, ou plus simplement un foncteur de C vers 7. Bon, si dans le cas interne, on a l'analogue, mais avec le fait qu'il faut faire un peu plus attention à rajouter les structures supplémentaires qu'on a, c'est-à-dire justement ce qui internalise. Donc, pour les catégories topologiques, c'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, ou des catégories locales, on les obtient de cette manière-là. Bon, alors, effectivement, personnellement, je dois reconnaître que cet article, donc tous ces résultats qui se trouvent, en tout cas dans le cas des groupoïdes, dans l'article Gattungen von Lokalen Strukturen, à l'époque où je les ai découverts, m'ont énormément intéressé. C'est-à-dire à ce moment-là, je ne connaissais pas les catégories, j'ai connu l'article parce que Charles a reçu les épreuves de cet article à corriger en novembre 57 et à l'époque, je lui avais demandé
de m'expliquer ce qu'étaient les catégories, de m'apprendre un peu la théorie des catégories, que je ne connaissais pas du tout. C'était Choquet qui m'avait proposé d'aller lui demander d'expliquer un peu ce que sont les catégories pour voir si on pourrait en trouver quelque chose pour les utiliser dans des cas qui n'avaient pas encore été faits, c'est-à-dire en analyse. Et l'article m'a énormément intéressé. Et immédiatement, j'ai pensé qu'on pourrait probablement les utiliser en analyse, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Seulement, voilà, très vite, je me suis rendu compte que dans les problèmes d'analyse, c'est très rare qu'on ait des problèmes qui tombent bien. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez des équations différentielles, il y aura des solutions sur un ouvert qui a telle et telle propriété, etc. C'est-à-dire, vous avez rarement quelque chose qui est défini de manière purement algébrique, parce qu'au fond, ça revient à ça. Dans les espèces de structures, c'est vraiment algébrique. Même si effectivement, le Fs n'est pas défini partout, mais il est défini sur le produit fibré, qui est quelque chose, une entité bien fixée une fois qu'on l'a bien défini. Donc, et ça, c'est justement quelque chose qui n'apparaît pas tellement quand on est dans les problèmes d'analyse. Et c'est pour ça que j'ai été amené à généraliser la notion d'espèce de structure en une espèce de structure partielle. Alors là, il y a beaucoup de façons de le faire. Donc, j'en citerai deux, et je donnerai surtout deux exemples en fait. Mais donc, c'est au lieu d'avoir, donc, aussi bien pour les structures, pour les structures plates, disons, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment l'espèce de structure sur une catégorie sans qu'il y ait de structures supplémentaires comme dans les structures internes, l'espèce de structure interne, eh bien, on peut remplacer le cas le cas qui est défini sur C star S normalement, donc sur le produit fibré, comme on l'avait vu, eh bien, on peut lui associer, au contraire, une application partielle, c'est-à-dire que ce soit seulement défini sur une partie du produit fibré C star S. C'est la notion. Alors ça, c'est ce que j'ai fait en 63 avec un contrat de la DGRT pour étudier les problèmes de contrôle d'équations différentielles et dans le cadre des problèmes des problèmes d'optimisation en particulier. Et j'ai introduit comme ça la notion de noyau d'espèce de structure. Donc, entre 63 et 67, j'ai travaillé sur ce problème-là. Bon, ça, c'est une des possibilités, c'est-à-dire on remplace l'action K qui normalement va d'un produit fibré vers S, bien par une application partielle de ce produit fibré, c'est-à-dire d'une partie de ce produit fibré dans S. Donc, il va falloir parler des applications partielles, et donc c'est ce que je ferai juste après. Je vais expliquer ce qu'est une application partielle. Il y a une autre possibilité de généraliser, donc de partialiser d'une certaine façon la notion d'espèce de structure. Nous avons dit qu'une espèce de structure sur C, on peut la considérer comme un foncteur de C vers la catégorie des applications, donc comme un préfaisceau sur C hop. Mais en fait, on peut remplacer ce préfaisceau par, donc, au lieu d'envoyer, de considérer un foncteur vers 7, le considérer vers la catégorie des fonctions partielles et non plus de toutes les applications. C'est ce que je vais faire. À ce moment-là, c'est ce que j'appelle un semi-faisceau. Et dont on démontrera dans un des résultats essentiels, c'est que tout semi-faisceau peut être prolongé en un faisceau complet, peut-être prolongé en un préfaisceau qui lui-même, si on est dans les bonnes conditions, par exemple les topologies qu'on indique, peuvent être prolongées en un faisceau. En fait, c'est ce que j'ai utilisé pour définir la notion de distructure en particulier, dont un cas particulier est celui qui était à l'origine de mes recherches, de généraliser la notion de distribution de Schwartz dans un cadre plus général, en particulier dans les espaces de dimension infinie.
Donc, et je l'ai aussi utilisé, alors plus tard, avec Jean-Paul van Bommers, dans toute l'étude, mon étude sur les systèmes évolutifs et les systèmes évolutifs à mémoire, dont j'ai parlé très souvent dans ce séminaire Mamuffi. Voilà, donc je vais essayer de un peu voir comment on peut voir ça donc pour les applications. Donc la première chose à savoir, c'est bien parler de la catégorie des fonctions partielles. Que j'appelle la catégorie parset des fonctions. Je ne comprends pas. Oui, ben, il y a une faute d'orthographe, c'est ça. C'est partiel hein, qu'il faudrait en haut. Il y a une faute d'orthographe là. Donc, la catégorie 7, on prend les petits ensembles. Bon, alors petits, il faudrait soit parler de l'univers, soit développer la théorie des ensembles, je ne vais pas mêler là-dedans. Mais donc, on prend vraiment une application de A dans B, qui a chaque élément de A associé à un élément de B. Maintenant, ça, ce sont des fonctions totales, c'est-à-dire vraiment à chaque élément de A, on associe un élément de B. Quand on veut définir une fonction partielle de A vers B, c'est un triple AHB, où H est une application totale d'une partie des deux H de A vers B. Et en principe, on le représente par le span ci-contre que vous devez voir, où vous avez le A en bas, le A à gauche, le B en haut, le DH. Donc, entre le D de H et le A, vous avez une insertion, et puis de l'autre côté, vous avez le H, donc le D de H vers B. Voilà. Donc, c'est sous cette forme-là qu'en principe, on le représente. Et donc, quand on veut faire la composition de deux fonctions partielles, on va utiliser la composition des spans. C'est-à-dire, comme on fait pour composer des spans, si j'ai un premier span de A vers B, deuxième span de B vers C, alors je prends le produit fibré, donc j'ai le H ici pour du premier span, ici le iota, en rouge, hein, c'est toujours les insertions que je prends. Hein, donc, ici en rouge, donc j'ai l'insertion, et puis je prends le produit fibré de ce H avec l'insertion, le voilà, et donc le composé, ce sera donc quelque chose qui va de A vers C, mais qui aura ici H', comme flèche de ce côté-là. Voilà la composition. Et la composition donne vraiment une vraie catégorie ici, justement parce que je considère toujours des insertions, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une flèche de cette espèce en deux éléments. Donc, il n'y a pas deux produits fibrés. Si je prenais des spans quelconques, quand je prends un deuxième span, si l'un des deux n'est pas une insertion, il pourrait y avoir plusieurs produits fibrés. Enfin, le produit fibré serait défini à un isomorphisme près, donc on pourrait bien avoir une catégorie, mais ce serait une catégorie de classe d'équivalence. Enfin, bon, ça complique les choses. Donc, on veut simplifier les choses, donc on le prend. Enfin, en tout cas, pour définir la catégorie par 7, il n'y a aucun problème. Ça va être un peu plus compliqué quand on va partir dans une catégorie 4 quelconque. Et alors maintenant, je vais définir la notion d'espèce de structure partielle générale. Donc, définition, je pars d'une catégorie C et d'un ensemble S, toujours. On dit que S est une espèce de structure partielle sur S si on a donné, d'une part, un foncteur, non, pas un foncteur, une application. Tiens, c'est curieux, il n'est pas complet mon dessin. Il manque un peu. Bon, enfin, une application. Je rappelle qu'ici, normalement, il devrait y avoir un C0, la classe des objets de C, et ici un C. Hein. Ils ne sont pas sur le dessin, je ne comprends pas pourquoi. Bon, oui, enfin, je sais pourquoi, mais donc là, on a le pullback. Donc, normalement, quand on avait notre espèce de structure, le K, il allait de C star S vers le S. Ici, c'est le S. Donc on demande ici, on suppose qu'on s'est donné l'application P qui est associée à un S à un objet, toujours. Donc, on a bien les espèces de structure, mais donc, d'une façon générale, c'est ça. On prend le produit fibré de alpha avec P, et on se donne une application partielle et non plus une application totale, une fonction partielle et non plus une fonction totale de C star S vers S.
Donc, c'est ici, donc avec ici l'insertion, une simple insertion d'une partie de cette star S vers que j'appelle CAS. Et voilà comment est définie une espèce de structure partielle sur S. Et dans ce cas-là, à une telle action partielle K de C sur S, on va lui associer un foncteur, mais quand on avait une structure sur S, eh bien, non partielle, enfin totale, on lui associait un foncteur vers 7, eh bien là, on va lui associer seulement un foncteur vers la catégorie, un foncteur vers la catégorie des applications partielles. C'est la seule différence. Et j'explique exactement comment j'associe à F. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas mon dessin. Bon, alors, on a effectivement le P-1 de E, donc on prend la fibre au-dessus de E, on a une flèche qui a le foncteur va associer à une flèche F de E vers E'. D'une part, donc une insertion de quelque chose vers P-1 de E, dans la fibre au-dessus de E. De l'autre côté, on aura une application donc qui est en liaison avec l'action vers le P-1 de E', et ce que l'on a donc de l'autre côté, ça doit être le K, voilà, la fonction partielle, c'est P-1 de Z, K F tiré P-1 de E', c'est-à-dire ça n'est défini que pour tous les S qui sont composables avec le F. Voilà ce qu'on a. Donc, pour l'instant, nous avons généralisé, enfin partialisé, disons plutôt, le cadre des opérations sur des espèces de structures sur une catégorie, d'une espèce de structure d'une catégorie au cadre d'un cas partiel. Eh bien, je vais en donner un exemple de cette construction qui permettra, qui est les noyaux d'espace structure dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, la notion de noyau d'espèce de structure, je l'ai introduite pour résoudre des problèmes aux limites, des problèmes de Cauchy aux limites et des problèmes de contrôle, donc entre 63 et 67. Et les principaux résultats sont des théorèmes d'optimisation pour des solutions de ce qu'on appelle un système guidable, ce que j'ai appelé un système guidable à l'époque, et en utilisant d'une certaine manière, et c'est ça qui était intéressant dans mon travail, c'est d'essayer de trouver ces problèmes d'optimisation, non point par des théorèmes compliqués comme les théorèmes de Pontryagin dont on parlait énormément à l'époque, et qui utilisent des sources très fines d'analyse, mais au contraire en utilisant une méthode dont je pense qu'on parle moins aujourd'hui, mais dont on parlait beaucoup à l'époque et qui, à mon avis, est très puissante, c'est la méthode du programming, méthode de Bellman. Dynamic Programming Method de Bellman, c'est-à-dire qui utilise justement ce n'est pas des catégories, mais des ordres, et donc c'était vraiment exactement ce qu'il fallait dans ces problèmes-là. Alors, qu'est-ce que c'est un noyau d'espèce de structure? Donc, c'est une action partielle d'une catégorie, donc la catégorie C sur un ensemble S. En fait, la catégorie C est une catégorie topologique et S, ou d'ailleurs différenciable, j'ai fait les deux. Mais enfin bon, là, je me limite au topologique. Donc, d'une catégorie topologique C sur une topologie S. Donc là, j'ai effectivement mon schéma, donc avec le produit fibré, et je pense que c'est partiel, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir
vraiment l'action qui part de C star S, elle part simplement d'une partie ouverte de C star S. C'est pour ça que la topologie intervient ici pour demander que l'ensemble des couples composables soit ouvert dans le produit fibré. Et un système guidable, eh bien, c'est donc déterminé par la donnée d'un foncteur de C dans C'. Alors, C, c'est la catégorie qui opère quand on est pour étudier des systèmes dynamiques et des choses comme ça. La catégorie C, c'est en principe la catégorie dont les objets sont les temps. Et puis, les morphismes de T vers T' sont différents paramètres que les équations différentielles qu'on considère peuvent utiliser à un endroit et un autre. Et l'idée, c'est de bien choisir son paramètre et pour avoir des solutions optimales. Et donc, une solution d'un tel système, ce sera une application sigma de C', donc vers C at S, qui est telle que ce soit une section locale du composé P'. Voilà. Donc, c'est là où on peut trouver, on arrive à trouver des résultats assez intéressants. D'ailleurs, j'utilisais également la notion de distribution, distribution sous forme de distructure que j'avais utilisée, définie dans ma tête juste avant. Bon, maintenant, je vais prendre un autre cas d'espèce de structure partielle. C'est ce que j'ai dit au début, la notion de semi-faisceau. Alors, on a une catégorie K et on va maintenant, donc on veut utiliser des éléments partiels, c'est-à-dire, disons que dans la catégorie, tout à l'heure, nous avons vu, quand nous voulions utiliser dans les ensembles des fonctions partielles, ce qui a joué un rôle important, ce sont les insertions d'un ensemble dans un ensemble plus grand. Eh bien, on veut avoir l'analogue, quelque chose qui est un peu analogue ailleurs. Par exemple, justement, si je me passe dans la catégorie de topologie, pensez du passage d'un espace topologique à un ouvert de cet espace. Ou bien si on est dans une catégorie, à une sous-catégorie de cette catégorie. Eh bien, pour ça, je vais définir la notion d'une classe SS admissible. J'ai défini ça en 2008. Koch a utilisé une notion un petit peu plus stricte qu'il appelle stable dans des travaux un peu plus récents. Qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble, donc c'est quelque chose qui va jouer le rôle dans une catégorie K quelconque de ce que font ces fameuses insertions canoniques que l'on considère dans la catégorie des ensembles, les insertions d'une partie dans un ensemble, et qui ont la propriété de permettre que quand on calcule le produit fibré, on n'a qu'un seul produit fibré, donc on a une bonne catégorie d'application partielle. Bon, alors, je vais donner donc les propriétés que ça doit avoir, ce M. M est une sous-catégorie formée de monomorphismes et qui contient les unités. Il est stable par pullback, c'est-à-dire que si on a un élément de M et un élément de G tel qui arrive à la source de M, on peut prendre un produit fibré. Il existe un produit fibré des deux, et de plus, la projection du produit fibré opposé à M est également dans M. Et enfin, l'axiome d'unicité, c'est celui-ci qui est important, enfin tout au moins pour avoir réellement la catégorie, c'est qu'il existe au plus un M dans la classe grand M entre deux objets. C'est exactement ce que l'on a dans les insertions sur C. Comme exemple, eh bien, on peut prendre par top, donc le M, ce sont les insertions d'un ouvert dans un ensemble, ou bien par 4, où le M, c'est les insertions d'une sous-catégorie dans une catégorie. Et alors, dans ce cas-là, on peut définir ce qu'on peut appeler un élément M partiel. Le mot élément ne me plaît pas, je n'ai pas trouvé de bon mot. J'aimerais bien un bon mot, parce qu'en principe, en anglais, c'est très facile, partial map, M partial map, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent de map en français, parce que l'application, c'est un morphisme de la catégorie, donc K,
comment l'appeler, je n'ai pas trouvé d'autre nom. Eh bien, donc un élément partiel de M partiel de K, c'est simplement un span de A vers B, donc où on a d'un côté, du premier côté, bien comme tout à l'heure, mais maintenant c'est un M, en rouge, je mets les éléments de la classe M, et puis un F de l'autre côté du span, c'est-à-dire F étant une application d'une partie, donc de A vers B. Et alors, on montre que ces éléments M partiels, grâce justement à l'unicité, forment bien exactement une catégorie comme ils formaient tout à l'heure, et donc que l'on a et que de plus, K lui-même s'identifie à la sous-catégorie des éléments totaux d'une certaine façon, c'est-à-dire ceux où on a l'identité, un M qui est une identité. Voilà, donc on a défini de cette façon-là la catégorie des éléments M partiels. Donc maintenant que nous avons exactement l'analogue des éléments M partiels, des éléments, des insertions d'un ensemble, d'une partie d'un ensemble dans l'ensemble, et bien d'une catégorie quelconque, on peut très bien continuer à faire, à regarder, à remplacer partout où on avait utilisé la catégorie des sets, la remplacer bien, par une partie un K et par KM. Et c'est ça qui sera les KM semi-faisceaux. Eh bien, comment est-ce qu'on va définir un KM semi-faisceau? Donc là, on voit, on aura une catégorie C. Donc, il faut bien y penser qu'un semi-faisceau, c'est à peu près l'analogue d'un préfaisceau, mais ce n'est pas tout à fait, puisque ce ne sera pas tout à fait l'analogue, puisque ce sera partiel au lieu d'être complet. Donc, ce sera un foncteur F. Alors, en principe, dans les préfaisceaux, on met un COP. Dans les semi-faisceaux, je n'ai pas mis les COP. Je préfère, c'est plus simple pour faire les dessins, pour en parler, d'être dans C. Mais enfin, il faut bien comprendre que le semi-faisceau, c'est l'analogue. Normalement, il faudrait prendre le COP. Et je le prends uniquement dans la dernière diapo, où là, pour d'autres raisons, c'est important de le mettre comme ça. Bon, alors, je définis un KM semi-faisceau de la façon suivante. J'ai une catégorie C et puis j'ai un foncteur F vers la catégorie que je viens de définir par KM, donc qui associe à un morphisme de C un span avec un M d'un côté, de l'autre côté, une application, donc vers F2'. Donc une application partielle, des applications partielles, et je les compose comme ça. De cette façon-là, j'obtiens un semi-faisceau. Le F2E, pour chaque E, c'est un objet de K, alors que pour un F de F, c'est vraiment un span de la forme que nous avons indiquée. Eh bien, là, on a une catégorie des semi-faisceaux, SS de KM, qui est définie exactement de la même façon que pour les faisceaux, de la catégorie de KM semi-faisceaux, oui. Non, c'est la donnée de... Ah oui, j'aurais dû faire... Initialement, j'avais une diapo où il y avait le dessin, mais je ne l'ai pas gardé parce que le dessin était mal fait et je n'avais pas le temps de le refaire. Donc, la catégorie des KM semi-faisceaux, ça a pour objet les semi-faisceaux, et puis entre un semi-faisceau de K, donc toujours à valeur dans K, mais entre un semi-faisceau au-dessus de C et de C', je mets entre les deux comment je l'ai appelé, un lambda, un foncteur lambda de C vers C'. Donc, et puis, je mets un foncteur, une application mu entre les hauts, et de sorte que j'ai une transformation naturelle du foncteur F vers la catégorie donc par KM vers le composé du foncteur lambda avec le foncteur F astérisque relatif au deuxième semi-faisceau. Voilà comment on définit la notion de semi-faisceau. Voilà la catégorie des semi-faisceaux. Alors, un des résultats essentiels
mais que je ne vais pas démontrer parce que c'est très compliqué, la démonstration est très compliquée, c'est de montrer que si on a un KM semi-faisceau, que si K a assez de colimites, des produits fibrés et assez de colimites, eh bien, on a un théorème analogue au théorème du faisceau associé à un préfaisceau. Et bien là, maintenant, c'est un théorème du préfaisceau associé à un semi-faisceau. Et pour le démontrer, c'est assez compliqué. Donc, voilà, la démonstration est donnée rapidement ici, mais je n'en parlerai pas, d'autant plus que la figure ne correspond pas exactement, justement parce que là, j'avais pris le COP et que maintenant, dans la nouvelle version de mes diapos, j'ai renversé et je considère que le semi-vaisseau, il venait de C, pas forcément de COP. Donc, la démonstration, il faut faire attention au sens des flèches. Voilà ce qu'on a, et c'est cette notion de semi-faisceau, et en particulier du préfaisceau associé, c'est exactement dans la notion de structure que j'ai définie dans ma thèse, qu'elle est introduite, et je renvoie pas tellement à ma thèse parce qu'elle n'est pratiquement plus disponible, mais je renvoie à un article de 2008 que j'ai réécrit sur les 10 structures, qui s'appelle 10 structures, que vous pouvez trouver sur mon site, et où il a effectivement la construction complète. D'ailleurs, ce schéma qui est ici vient de cet article. Bon, voilà. Alors, je vais donner un autre exemple, mais sans le développer. Ben, c'est ce sur quoi je travaille depuis maintenant plus de 30 ans, c'est-à-dire sur les systèmes évolutifs que j'ai développé avec Jean-Paul von Bremersch. Et je dirais juste, vu que je vois l'heure passe, eh bien, je vais juste dire donc qu'un système évolutif, initialement, je l'avais défini en donnant un intervalle du temps, donc la catégorie associée à l'ordre sur un intervalle des réels, à chaque T associé à une catégorie, et puis un foncteur partiel de cette catégorie vers, disons, associé à T, et vers la catégorie associée à T'. Donc, il n'est pas défini partout, il y a des points où il n'est pas défini, ce foncteur, et puis, de sorte que ceci compose bien. En fait, ça revient exactement à se donner un par 4. Donc, si j'appelle par 4 la catégorie donc des éléments partiels de la catégorie des catégories, donc où j'ai une catégorie et une sous-catégorie, eh bien, c'est un par 4 semi-faisceau sur la catégorie définissant l'ordre. Alors, en fait, là, récemment, j'ai démontré qu'en fait, si on considère les composantes d'un tel système évolutif, on peut démontrer que de cette façon-là, à un système évolutif, on peut associer un vrai faisceau qui a une propriété particulière, c'est-à-dire qu'il est en même temps un faisceau pour une autre topologie que pour la topologie sur les ouvertes de R. Mais ça, je n'en parlerai pas. Voilà, voilà mon exposé. Merci André. René, il faut que tu remettes le son si tu veux parler. Voilà. Oui, ben, j'avais applaudi, puis on n'a pas entendu, alors bon. Mais comme il y avait d'autres gens qui applaudissaient, on a quand même entendu des applaudissements et on a vu le jeu. Alors, bah, j'enchaîne tout de suite, hein, c'est ce qu'on a dit, oui, André. Je pense que le mieux, je fais pas, on verra les questions après. Après. Voilà.